le Conseil des Nigériens en France. Beats by Slim Freeman. Le Conseil des Nigériens en France. La thématique, c'est bien la paix et sécurité au Sahel. Commençons par la culture. Dans les discussions, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir des échanges sur l'aspect culturel. Nous ne sommes pas là pour parler des enjeux politiques ou des choix politiques de tel ou tel pays. Juste sur l'aspect culturel, par la culture, comment nous pouvons régler le problème d'insécurité ou le problème de la question de la paix au Sahel. Donc c'est très important pour nous de savoir qu'il faut qu'on reste sur ce cadre, la culture et la paix et la sécurité. C'est très important. Merci à vous. Je vais faire un petit rappel juste avant pour dire deux ou trois choses sur effectivement donc les enjeux qu'il y a donc au Sahel, quand on sait que le Sahel est confronté depuis 2012 dans une montée de périls donc qui mettent à mal nos armées nationales et nos souverainetés. Ces armées-là étaient à l'époque et même étaient calquées sur un modèle qui est classique de guerre conventionnelle, qui se transforme donc lentement dans une stratégie de guerre contre-révolutionnaire dite asymétrique que nous imposent les terroristes. L'occupation du nord du Mali, à partir de cette date-là, elle a marqué les esprits, on le sait, avec les exactions, les exécutions sommaires sur la base de la charia, la destruction des mausolées de Tombouctou, par exemple, en sont des exemples quand même assez significatifs à l'époque. Et au départ, lorsqu'on sait qu'il y avait la guerre civile, donc la décennie noire en Algérie, où le GIA qui s'était mué en GSPC et en AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc ce groupe-là qui s'est replié dans le nord du Mali, suivi du retour aussi des combattants de la garde prétorienne du colonel Kadhafi, qui a été lui éliminé en 2011 donc, par les forces de l'OTAN. Donc toute cette situation-là a exacerbé une situation déjà qui était instable. Et on sait que l'intervention qui a eu lieu après de Serval, par la suite, a stoppé quand même net cette avancée-là, de ces terroristes-là, qui étaient dans une démarche quand même territoriale d'accaparation justement donc, du territoire. On sait qu'il y a un agenda territorial, mais aussi ils ont des capacités de régénération. On parlera éventuellement donc, du projet global. Toutes ces questions-là seront posées, mais aussi de tout ce qu'on peut entendre ici et là sur la question sécuritaire. Quelle lecture peut-on faire de la menace sécuritaire, de la menace terroriste plutôt, au vu des derniers développements de la situation au Sahel, et quelle peut être la traduction de ce récit souvent dominant d'une guerre globale contre le terrorisme qui peut servir de caution à une implication plus large de tous les pays, puisque tous les pays maintenant sont de plus en plus concernés, même ceux qui ne l'étaient pas il y a 2 ans, 3 ans, surtout dans le golfe de Guinée, on voit que la menace commence un peu à les atteindre. Mais aussi, quelles sont les marges de manœuvre, de lutte et les solutions aussi contre le terrorisme donc, pour ces pays du Sahel. Que peut faire la culture? La culture, on sait bien que ce sont des pays musulmans. Il y a l'islam qui est là, qui sert de cadre quand même fédérateur de toutes ces populations-là. Le contexte local, dans l'apaisement ou non des tensions. Donc c'est toute cette analyse-là que nous allons essayer de faire dans un monde où il y a dans une zone ou plutôt où il y a des dynamiques insurrectionnelles qui obligent à prendre davantage le contexte local. Je pense que le contexte local est très important. Donc les groupes, les sociétés qui sont là dans le nord du Mali et aussi dans les autres zones donc, du Sahel. Et quelles peuvent être aussi les expressions culturelles spécifiques qui peuvent être privilégiées dans l'atténuation effectivement donc, de toute cette menace-là ou la réduction radicale de cette menace terroriste. Donc André Bourgeot, il est là, il est professeur émérite au CNRS
et à l'école des hautes études en sciences sociales. Ça fait un peu de temps quand même. Vous êtes anthropologue, sociologue, géographe, historien, comme on peut le dire, spécialiste des sociétés du nord du Mali, mais aussi du nord du Niger, parce qu'il connaît très bien le Niger aussi. Et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage collectif qui s'appelle Les sociétés Touareg, nomades, nomadisme, identité et résistance, aux éditions Kartala. Voilà, donc nos amis panélistes, on attend Sidi Kaba qui sera là d'un instant à l'autre. Ils auront 20-25 minutes pour développer effectivement les parties qui les concernent. Et nous passerons après, il y aura des micros ambulants, donc nous passerons au niveau de la salle pour poser un certain nombre de questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Voilà, donc moi je vais aborder le problème de la paix à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il y a un tandem insupportable qui est la guerre et la paix. Il y a un auteur russe qui s'appelle Tolstoï qui a fait un beau roman sur guerre et paix. Donc ça me permettra d'aborder le problème de la paix et comment la paix, dans quelles conditions la paix peut assurer aussi une fonction préventive. Le deuxième aspect que j'aborderai, c'est que la notion de culture, pour moi, n'a pas de signification quand on la pose d'une manière générale. Donc, à la notion de culture, je vais associer un qualificatif qui sera la culture musulmane. Quel rôle peut jouer la culture musulmane dans les contextes actuels sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien et plus particulièrement au Niger. La troisième chose que j'aborderai, c'est je suis anthropologue, donc j'aborderai aussi le problème de la culture d'une manière anthropologique. Vous savez probablement que les 2 piliers de l'anthropologie, c'est l'autre et l'ailleurs. La démarche anthropologique fondée sur les 2 piliers que j'ai annoncés tout à l'heure, à savoir l'autre dans un ailleurs, c'est que ça fait appel à une curiosité intellectuelle, alors que la notion d'identité qui est manipulable très très facilement sur le plan politique ne fait pas justement référence à ces relations interactives entre l'autre et moi. L'ailleurs aussi est important parce que c'est pas les mêmes contextes, c'est pas les mêmes contextes de l'environnement, c'est pas les mêmes les mêmes histoires. Donc il faut nécessairement développer cette curiosité intellectuelle qui crée des conditions de l'ouverture à l'autre. À partir du moment où il y a des mouvements, on peut s'appuyer très bien sur les sociétés civiles, puisque c'est un petit peu à la mode, qui va dans ce sens-là, en disant que l'autre, c'est le même que moi, c'est mon alter ego, mais je reconnais les différences par rapport à moi. Donc c'est pas le fait de recourir à la différence n'est pas du tout antinomique ou anticontradictoire au fait de dire c'est mon alter ego. On a en définitive les mêmes croyances fondamentales. C'est une des raisons pour lesquelles j'en reviens cette fois-ci à l'anthropologie sociale, à la différence de l'anthropologie culturaliste. L'anthropologie sociale a des fins universalistes. Les travaux qui ont été faits, notamment par quelqu'un qui s'appelle Lévi-Strauss, montrent très bien que dans toutes les sociétés, il y a des tabous. Il fait référence notamment au tabou de l'inceste que l'on retrouve partout. Ça ne veut pas pour autant dire que ces tabous ne sont pas transgressés. Ce qui est important dans cette démarche anthropologique et sociale, c'est la recherche d'universaux. Et encore une fois, ces recherches d'universaux peuvent fédérer des mêmes valeurs. Ça, c'était pour le deuxième point. Le troisième point, qui me paraît plus substantiel et qui répond à l'intitulé de cette conférence, c'est-à-dire Journée culturelle nigérienne, je vous disais dans mon introduction qu'on ne pouvait pas parler de la culture comme étant un en soi comme ça qui se balade, que ça renvoie nécessairement à des circonstances historiques, à des circonstances sociales. Donc maintenant, je vais aborder le problème de la culture musulmane. On ne peut pas faire l'économie pour appréhender le rôle de la culture dans l'espace saharo-sahélien et plus particulièrement au Niger, sans recourir à cette notion de culture musulmane.
je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas islamologue, mais je connais quand même 2 ou 3 choses sur l'islam pour avoir beaucoup travaillé sur une confrérie qui s'appelle la Khalwatiyya dans le septentrion nigérien en Aïr. La Khalwatiyya qui est une confrérie soufiste mystique qui a eu un rôle très important aussi dans cette dimension de la paix. Je ne sais pas comment actuellement elle a évolué parce qu'il y a tellement de changements bouleversants dans cet espace saharo-sahélien, y compris au Niger, que c'est difficile d'assister à l'évolution de tout ce qui s'y passe, d'autant que le terrain, nous autres chercheurs au CNRS, nous est interdit depuis 2009. Donc, une des démarches fondamentales de l'anthropologue, c'est de procéder par immersion. À partir du moment où on ne peut plus faire de terrain, bon, c'est un peu difficile de suivre l'évolution. D'où le fait qu'on est obligé de s'appuyer sur tout ce qui circule, les informations qui circulent de partout sur la toile, etc. Mais dans tout ça, il y a beaucoup de fake news, donc de fausses nouvelles, et ça nous est très très difficile de distinguer de ce qui relève des fake news, de ce qui approche un peu la vérité. C'est un travail extrêmement difficile parce qu'on n'a pas de critères pour pouvoir dire ça, c'est quelque chose qui envoie à une réalité locale ou nationale, un truc comme ça. C'est vous dire la complexité des choses. Donc j'en reviens maintenant à cette notion de culture musulmane. Ce que je connais de l'islam n'est certainement pas ce qui se diffuse un petit peu partout actuellement sur les ondes. Pour moi, l'islam n'a rien à voir avec le salafisme djihadiste qui prévaut maintenant un peu partout dans l'espace saharo-sahélien. L'islam est une religion de paix, je crois. Salam, ça veut dire, je crois bien, quelque chose qui renvoie à cette notion de paix. Donc, cette notion de paix, en termes de culture et en termes de croyance, cette fois-ci, je ne réduis pas la culture à la croyance, mais quand même, la croyance est une composante importante de la dimension culturelle. C'est la raison pour laquelle je fais référence à la culture musulmane. Cette culture musulmane sunnite est porteuse de paix, pratiquement partout dans les pays musulmans. Mais comme vous le savez tout aussi bien que moi, l'islam est traversé par des courants très différents. Et ce qui se passe actuellement avec le salafisme djihadiste, je pèse mes mots, je parle de salafisme djihadiste, je dirais pourquoi je parle de salafisme djihadiste. J'ai un trou, je me souviens plus ce que j'allais dire. Oui, donc ce salafisme djihadiste, il n'est pas né comme ça de l'opération du Saint-Esprit, ce qui n'est pas très musulman. Enfin bref, le salafisme djihadiste, oui, c'est ça. Je voulais parler des différents courants de pensée. L'islam a été traversé, il y a même eu des schismes à l'intérieur de l'islam. Donc pour maintenant aborder le problème du salafisme djihadiste, le salafisme djihadiste, c'est quand même aussi un mouvement religieux qui s'appuie sur la dimension des frères musulmans. Il n'y a pas d'association directe, mais sur le plan théologique et sur le plan idéologique, les frères musulmans ont joué un rôle important dans la création de ces salafismes djihadistes. Je ne sais pas si je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est important aussi de mentionner que ce djihadisme apparaît toujours dans des contextes de crise, où il n'y a pas de solution qui serait autre que des solutions politiques. C'est une des raisons pour lesquelles on voit bien ce qui se passe actuellement. Si on ne peut pas s'appuyer sur cette dimension religieuse sunniste pour créer les conditions de la paix, eh ben, quelque chose me paraît assez grave, parce que ce serait ouvrir non pas le portillon, mais un grand portail au salafisme djihadiste. Actuellement, c'est exactement ce qui est en jeu actuellement pour le Mali. Je fais une petite digression sur le Mali, parce que aussi ça concerne le Niger. La question que je me pose actuellement, elle n'est pas pertinente pour le Niger, mais pertinente pour le Mali. Est-ce que dans ce contexte de crise grave que le Mali connaît depuis maintenant une dizaine d'années, 10-15 ans, est-ce que pour sortir de cette crise-là, est-ce que cette crise-là ne peut trouver qu'une solution qu'à travers le religieux? C'est une question que je considère comme pertinente, et je vous la pose, parce que ça peut se poser aussi en ces termes en ce qui concerne le Niger. Si maintenant on aborde le problème du Niger, on voit bien que le Niger
est quasiment entouré de forces salafistes djihadistes. Boko Haram, côté libyen, à la suite de l'assassinat du colonel Kadhafi, des forces djihadistes se sont développées de partout, de ce côté-là. Sur les 3 frontières, pareil, l'importance de l'État islamique au Grand Sahara, qui s'oppose maintenant aussi au JNIM. Donc vous voyez, on voit bien que le Niger est entouré de toutes ces forces qui ont recours aux armes pour appliquer, mon ami tout à l'heure a fait référence à la charia, c'est pour appliquer la charia salafiste. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que si on n'est pas rigoureux au niveau de la terminologie, quelque part on se plante. La charia telle qu'elle est conçue par les salafistes n'a rien à voir avec la charia qui est appliquée par l'islam sunniste, y compris l'islam bien sûr mystique. Alors maintenant, pourquoi je fais référence au salafisme djihadiste? Parce que je considère que le recours à la notion de terrorisme n'a pas de signification particulière sur le plan religieux. C'est un mode opératoire qui est fondé effectivement sur des pratiques terroristes, mais c'est toute l'ambiguïté que recouvre la notion de terrorisme. Si on a une approche historique de cette notion de terroriste, je rappellerai quand même que les combattants algériens au moment de la guerre d'indépendance était appelé par le pouvoir central français terroriste. C'est exactement le même terme qui est utilisé aussi pour caractériser, dans une époque historique douloureuse pour la France, notamment la Deuxième Guerre mondiale, où les résistants étaient caractérisés comme étant des terroristes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier le vocabulaire des circonstances historiques et de qui utilise ce terme-là. Dans les 2 cas que je viens de citer, c'est bien le langage du pouvoir. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut retourner à quelque chose de plus rigoureux. Alors le salafisme djihadiste, c'est quoi ? Généralement, on présente le salafisme djihadiste comme étant quelque chose qui serait issu du wahhabisme. Mais le passage du wahhabisme au salafisme ne se fait pas d'une manière automatique. Il n'y a pas de relation linéaire entre le wahhabisme tel qu'il est pratiqué en Arabie Saoudite, mais aussi au Mali, puisque l'ancien président du Haut Conseil du Mali était un wahhabite bien connu. Ça ne se fait pas d'une manière directe. C'est dans certaines circonstances que ça peut dériver vers le salafisme. Et dans le salafisme, il y a 2 types de salafisme, vous le savez tout aussi bien que moi. Vous avez un salafisme quiétiste, donc un salafisme qui est porteur de paix et qui tient des propos de paix. Parallèlement à ça, vous avez maintenant le salafisme djihadiste. Mais le djihad, il y a 2 types de djihad, sauf erreur de ma part. Vous avez le grand djihad et le petit djihad, et le grand Sidi Kabba. Voilà. On va le présenter après. Merci. Voilà. Et donc, ce salafisme djihadiste, la notion de djihad n'est pas porteuse en soi du recours aux armes. Alors vous avez un imam djihadiste qui a bien précisé ça dans le fait qu'il a eu recours aux armes pour imposer sa conception de l'islam et imposer sa conception de la charia. C'est un pôle qui s'appelle Koufa et qui légitime le recours aux armes en disant mais le prophète a utilisé les armes pour se défendre. C'est pas du tout la même chose. Je dis bien pour se défendre. Donc c'est un facteur historique qui est quand même important. Le recours aux armes pour se défendre, c'est pas la même chose que le recours aux armes pour attaquer. Donc c'est tout cet aspect-là mérite une clarification de nature sémantique et je pense qu'il faut la faire. C'est la raison pour laquelle, lorsque les institutions internationales parlent des GAD, des groupes armés terroristes, je crois, quelque chose comme ça, ça ne renvoie pas à la nature profonde de qu'est-ce que c'est que le djihadisme et que ça agit sur l'émotion. C'est ça aussi le problème actuellement dans les contextes politiques actuels, c'est que ça agit énormément sur la dimension émotionnelle, au détriment justement de la réflexion. Dans ces circonstances-là, la culture, quel rôle peut jouer la culture ? Je pense que la culture
qui pourrait s'appuyer sur un mouvement social issu de la société civile peut avoir un impact politique qui est loin d'être négligeable. Le problème, c'est comment appréhender ça dans des pays où, je ne sais pas j'ai oublié le taux de scolarisation au Niger, mais si ça va tourner autour de 25-30% de gens qui sont lettrés, et c'est à partir de ces conditions-là qui sont des données vérifiables, que le salafisme djihadiste peut très très facilement avoir un écho sur des gens qui ne sont pas particulièrement cultivés ni lettrés et qui ont été formés quasiment exclusivement à travers les écoles coraniques. C'est une des raisons pour lesquelles, si je me réfère encore une fois à Koufa, Koufa n'est pas du tout contre les musulmans qui vont faire les grandes écoles, etc. Mais, il insiste beaucoup là-dessus, mais la première chose, c'est développer les écoles coraniques, parce que c'est à partir de ce moment-là que dans les écoles coraniques, ils dénoncent l'islam confrérique. Koufa dénonce en permanence l'islam confrérique, le maraboutisme, etc. Donc il a recours à une sorte de pureté de l'islam comme lui l'entend. Donc dans ces circonstances-là, eh bien, c'est très facile de faire des manipulations, notamment sur des jeunes qui sont confrontés à un chômage quasiment endémique, d'une part, et que d'autre part, on leur dit, mais si tu viens nous rejoindre, on te donne une Kalachnikov. Il y a aussi des recrutements qui se font moyennant de l'argent. Dans ces circonstances-là, quand vous avez des jeunes qui n'ont pas de perspective politique, vous leur donnez une Kalachnikov, ça devient quelqu'un d'extrêmement important. Et à partir de ce moment-là, c'est très facile de les enrôler sur les bases du salafisme djihadiste. Voilà les grandes lignes que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai suffisamment parlé ou il y a encore quelques mots. Donc je ne ferai pas de conclusion. Je crois avoir dit l'essentiel. Et bien sûr, j'espère qu'il y aura un débat sur ces thèmes-là. Pour ma part, je pense que ce serait bien qu'il y ait un échange sur ces trois points-là, et notamment sur la culture musulmane. Peut-être une petite, pas conclusion, mais j'ai peut-être oublié de dire aussi que dans le cas du Niger, comme dans le cas du Mali, il est dommage que les gens s'enferment sur leur propre culture et qu'il n'y ait pas ce ressort intellectuel de dire mais moi aussi, l'autre m'intéresse. Alors, sur le plan universitaire, je pense que les universitaires ont une part de responsabilité, parce qu'en anthropologie, je connais que très peu de cas où les thèses en anthropologie faites par les Africains subsahariens ne concernent pas leur propre société. Ils font tous des thèses sur leur propre société. Donc c'est en contradiction justement avec la démarche anthropologique qui est la recherche de l'autre dans un ailleurs. Donc les universitaires ont une part de responsabilité dans ce fait-là, qui n'ont pas réussi, ou n'ont pas voulu, je ne sais pas très bien, réussi à sensibiliser des intellectuels africains au fait qu'il y a d'autres sociétés que la leur et que eux-mêmes doivent avoir un regard sur ces sociétés-là sur des bases scientifiques et non pas sur des bases émotionnelles. Merci de votre attention. Merci André. Merci André. Voilà, donc je voulais juste rajouter à ce que tu viens de dire André, je parlais du contexte local, effectivement. On a des interactions sociales quand même dans ces sociétés, que ce soit du nord du Mali ou du nord du Niger, qui fait que ce sont des populations souvent qui sont entremêlées. Donc il y a un métissage de fait dans ces sociétés-là, quand on prend un Touareg, un Peul, un Zarma, un Soraï, etc. Donc il y a quand même ces interactions-là sociales donc, qui entrent en ligne de compte. Et ça adoucit, ça atténue effectivement certaines tensions qui peuvent justement subsister dans ces sociétés-là. Et il y a aussi autre chose, tous les codes sociaux que l'on connaît. Nous, au Niger, on dit la parenté à plaisanterie, par exemple. Ça aussi, je pense que c'est un phénomène qui est là, qui est prégnant
dans ces sociétés-là et qui méritent d'être encore plus développées, plus répandues dans les autres pays où le terrorisme n'a pas encore de prise immédiate. On sait bien que ce terrorisme-là, il est de plus en plus territorialisé, puisqu'on sait, maintenant ça va vers le golfe de Guinée. Donc là, je laisserai vraiment toute l'exclusivité donc à Sidi Kaba de nous dire effectivement quel est à l'heure actuelle donc l'état des lieux donc de la menace terroriste dans nos pays, dans les pays du Sahel, dans ce qu'on appelle un peu la zone des trois frontières, mais sans oublier aussi cette région est du Niger, sud-est du Niger avec Boko Haram, puisque depuis pratiquement 2015, donc, le Niger est en guerre avec Boko Haram, donc Yaba Sidi Kaba est un des spécialistes quand même reconnus de ce monde-là, donc de ce mouvement terroriste de Boko Haram. Nul peut-être besoin de présenter Sidi Kaba, donc, qui vient d'atterrir de son vol. Il était à Abidjan ce matin, donc journaliste, écrivain. Son dernier livre s'appelle Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, chez Impact Édition. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui est reconnu, qui a une voix forte justement au sein de la diaspora africaine pour toutes ces thématiques-là de paix, de sécurité, de défense. Donc, Sidi Kaba, quelle lecture effectivement peut-on faire de cette menace terroriste-là au vu des derniers développements de la situation au Sahel, avec tout l'agenda territorial qu'on connaît, les capacités de régénération, parce qu'on a l'impression que ça n'en finit plus. Mais aussi, on peut parler du financement, pourquoi pas, le projet global. Quel est ce projet global-là? Effectivement, est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a une revendication de toutes ces forces-là, de ces forces terroristes, justement, donc, dans le Sahel, qui, depuis donc, 2012, voilà, donc, essaie de se développer et de se propager aussi au-delà du Sahel? Alors, les questions que vous avez posées méritent un colloque tout entier. Je vais donc faire l'effort d'être le plus concis possible pour, comme a dit André, permettre que nous ayons une interaction. Certaines questions que je n'aurais pas abordées dans le propos liminaire pourraient revenir sous forme de questions. Je vais articuler le propos en deux grandes composantes. La première composante serait de faire un état de lieu un peu de la situation actuelle et puis expliquer, puisque l'état de lieu nous amène à un échec, donner quelques éléments qui expliquent cette forme d'échec que nous connaissons aujourd'hui. Et puis dans un troisième temps, il me semble que c'est une porte d'entrée pour répondre à notre thématique de ce matin. Qu'est-ce qui explique un peu la résilience du Niger? En tout cas, il y a une forme de résilience du Niger, même si elle peut être considérée comme fragile. Donc, par rapport à la situation au Burkina et au Mali, le Niger présente une situation moins dégradée. Elle reste toujours préoccupante, mais elle est moins dégradée. Et pourquoi on peut estimer que le Niger présente une situation moins dégradée? Pour aller très vite, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire trois constats majeurs. Le premier constat, et c'est sans doute un euphémisme, il n'y a pas d'amélioration de la situation dans les pays sahéliens qui sont déjà concernés. Il n'y a qu'à voir la situation au Burkina qui se dégrade de jour en jour. Et tous les 2 ou 3 jours, il y a une attaque et les attaques sont plus graves les unes que les autres. Il y a eu une attaque il y a 2 ou 3 jours où 33 militaires ont été tués. Bien avant, il y a eu une autre attaque. Donc, il n'y a pas, à proprement parler, d'amélioration de la situation dans les pays du Sahel qui sont concernés par cette situation d'insécurité. Même pas au Mali, puisque à côté du discours officiel, à côté du narratif des autorités maliennes, il y a la réalité du terrain. Et là où à Abidjan nous nous sommes réunis à l'initiative de Médecins sans frontières, il y avait des responsables de terrain qui sont venus et qui expliquent que la situation ne s'est pas du tout améliorée au Mali. Et nous savons tous la situation autour de Menaka, où aujourd'hui, l'État malien ne contrôle presque que la ville de Menaka. Tout ce qui est dans la périphérie de Menaka
et sous la domination de l'État islamique au Grand Sahara. Donc, premier constat majeur, il n'y a pas d'amélioration dans les pays sahéliens qui sont déjà concernés. Deuxième grand constat, l'agenda de djihadistes d'exporter la menace du Sahel vers le pays du Golfe de Guinée est toujours d'actualité. Ils n'ont pas abandonné cet agenda. On sait que le Bénin a déjà été attaqué, le Togo a subi des attaques, et la Côte d'Ivoire avait subi des attaques déjà en 2016 avec les événements de Grand Bassin. Et même le Ghana vient de subir en avril, le 13 avril, une attaque. Donc l'agenda de groupes djihadistes d'exporter la menace du Sahel vers le Golfe de Guinée se poursuit. Et ce qui est même inquiétant à ce niveau, c'est que jusqu'ici, nous avons tous le regard porté sur le Burkina, parce que, comme on sait, sur les 6 pays frontaliers du Burkina, 4 appartiennent au Golfe de Guinée. Il n'y a que le Niger et le Mali qui ne sont pas des pays du Golfe de Guinée. Les 4 autres pays qui sont voisins du Burkina, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, appartiennent au Golfe de Guinée. Et c'est peut-être même ce qui explique un peu cette volonté de groupes djihadistes de s'implanter durablement et fortement en Burkina Faso, parce que ça leur permet justement d'enjamber pour arriver au Golfe de Guinée. L'autre chose, à mon avis, qui est préoccupante et qu'on ne voit pas assez, c'est aussi qu'il y a un deuxième front que les djihadistes veulent ouvrir pour aller dans les pays du Golfe de Guinée. C'est celui qui partirait du Mali. Jusqu'ici, il partait du Burkina, puisque pour ce qui nous concerne, puisqu'on parle aussi à un public nigérien, on sait qu'il y a une volonté aujourd'hui des groupes djihadistes d'implanter dans le parc du W, qui est notre voisinage, qui est une sorte de zone de 3 frontières, puisqu'il est frontalier du Niger, du Bénin et du Burkina. Il y a une volonté d'implantation et à partir de là, accéder au Golfe de Guinée. L'autre axe pour accéder au Golfe de Guinée, c'est à partir du Mali. Il y a une volonté là aussi, puisque le Mali fait frontière avec la Guinée et la Côte d'Ivoire. Il y a là aussi une volonté d'ouvrir un autre front qui permettrait d'aller au Golfe de Guinée. Globalement, donc, cet agenda-là est toujours à l'ordre du jour. Il y a un troisième facteur que l'on constate lorsqu'on fait un état de lieu, c'est que comme si déjà l'insécurité ne suffisait pas, on est aujourd'hui confronté à une instabilité politique dans la zone, puisqu'on a vu qu'il y a eu 4 coups d'État dans 2 pays en si peu de temps. Au Burkina, il y a eu 2 coups d'État en 8 mois, un coup d'État en janvier 2022, un autre coup d'État en septembre 2022, et au Mali, il y a eu 2 coups d'État. Le coup d'État du mois d'août 2020 qui a renversé le président Ibeka, et le coup d'État qui est intervenu, le coup d'État dans le coup d'État, si on peut dire, qui a eu lieu en mai 2021 et qui a amené le président Assimi Goïta. Donc, il y a 3 éléments importants. Et comme a dit Boubacar, il faut peut-être, dans ce qui serait intéressant, c'est tout en parlant du Sahel occidental, puisque aujourd'hui, lorsqu'on parle du Sahel, on regarde plus le Sahel, la zone des 3 frontières, mais il y a le lac Tchad, le lit du lac, qui est aussi fait partie du Sahel, puisque le Grand Sahel, en tout cas, c'est aussi la partie occidentale, la partie centrale et la partie orientale. Donc, il y a, à la différence de ce qu'on observe dans le Sahel occidental, une légère amélioration du côté du bassin du lac Tchad. Il y a même un affaiblissement de Boko Haram que l'on a pu observer en dépit de ce qu'on peut voir. Le mouvement est toujours capable de faire quelques actes importants, comme on a vu il y a 2 semaines à Djalori, à côté de Guesquerou, où des IED, la garde nationale du Niger, a sauté par 2 fois sur des engins qui ont été posés. Donc il y a une capacité encore à faire ce type d'opération, ou comme lorsqu'ils ont attaqué au mois de janvier ou février l'armée tchadienne dans le lit du lac. Donc, mais globalement, il y a un affaiblissement de la capacité opérationnelle. Boko Haram n'est plus en mesure de faire des grandes opérations contre des grandes villes, la ville garnison de Malafotri ou attaquer Difa. Ils n'ont plus cette capacité. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le constat. Globalement, ce n'est pas un avis qui est souvent partagé. On peut dire que la réponse qu'on a apportée ces 10 dernières années n'a pas été d'une grande efficacité. En tout cas, au moins si on en juge par l'extension territoriale de la menace sécuritaire au Sahel. Parce que comme on sait, lorsque Serval a commencé en janvier 2013, il n'y avait que 20% du territoire malien qui était
sous le joug, en tout cas qui étaient sous la menace. Après, aujourd'hui, c'est 90% ou 80% du territoire malien. La menace s'est exportée au Niger, s'est exportée au Burkina. Elle menace de s'exporter aux pays du Golfe de Guinée. Donc, on peut faire le constat, au moins sur le plan de l'extension territoriale, la réponse que nous avions apportée n'a pas été d'une grande efficacité. Et ce qui m'amène à évoquer 2 ou 3 éléments qui, de mon point de vue, expliquent pourquoi notre réponse n'a pas été à la hauteur, en tout cas, elle n'a pas permis de contenir la menace. Il y a premièrement l'option du tout militaire que nous avions faite. Je pense que nous avons pensé, et nos partenaires avec nous, que la menace était principalement militaire et sécuritaire et que en augmentant des moyens de l'armée, en augmentant des effectifs et en achetant même du matériel, y compris des drones à la Turquie, des avions de reconnaissance, on pourrait arriver au bout de la menace. Ça, c'est une erreur, parce que si on convoque les éléments qui peuvent expliquer un peu l'engagement des jeunes dans les groupes djihadistes, on voit que, en tout cas, pour ce qui concerne les pays du Golfe de Guinée, les pays de la zone des 3 frontières, les raisons sont presque matérielles. On peut même parler de djihad alimentaire, parce que ce n'est pas l'idéologie qui motive le recrutement de ces jeunes. Souvent, on leur a promis, comme a dit André, voilà, vous allez vous épanouir, vous allez gagner des choses, vous allez changer de statut social. Or, ce type de réalité-là ne peuvent pas se combattre uniquement par des moyens militaires. Donc, l'option du tout militaire et sécuritaire a montré ses limites et ça a participé à cet échec. La deuxième chose que je pense nous n'avons pas bien anticipé la question de l'endogénisation. Lorsque lorsque la menace sécuritaire a commencé au Sahel, elle était animée par des non-sahéliens au début, au tout début. Ensuite, il y a eu une endogénisation. On a vu Koufa, qui est malien, Yag Agali, qui est malien. Et dans la zone de Tillabéri, il y a beaucoup de jeunes Peuls qui sont devenus à la fois des chefs de Katiba et des fantassins de ces Katiba. Donc, il y a ce phénomène d'endogénisation que nous n'avons pas su anticiper et auquel on ne peut pas répondre uniquement par des moyens militaires. Donc, si on est d'accord sur ces questions-là, je pense, et c'est là où notre discussion de ce matin est intéressante, il y a aujourd'hui urgence pour moi à changer de paradigme, à voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et dans le cadre de ce changement de paradigme-là, la question de la culture est une question importante. Et je parlais de la résilience du Niger. Je pense que si on parle on examine de près la résilience du Niger, à mon avis, il n'y a pas que l'outil militaire. C'est vrai que le pays a fait beaucoup d'investissements dans l'outil militaire qui a été robuste. Il y a aussi le fait que les forces armées nigériennes ont tiré une expérience des rébellions précédentes, ont obtenu une sorte d'aguerrissement. Il y a cette expérience. Mais à mon avis, ce n'est pas le plus important qui peut expliquer. Il y a surtout l'élément de la cohésion sociale dont a parlé Omar, dont a parlé Boubacar. Omar, c'est mon ami, c'est avec Omar qu'on a grandi, qui est son jeune frère. C'est mon petit frère. Donc, voilà. C'est pourquoi souvent, je pense plus à Omar qu'à Boubacar. Ouais. Mais la vérité est celle-là. Je pense que la cohésion sociale au Niger a beaucoup aidé, et il n'y a qu'à voir l'accord qui a été signé à Banibangou récemment entre les différentes communautés, et pour comprendre que cet élément de cohésion sociale au Niger a été très important dans la construction de la résilience. Et aujourd'hui encore, comme il a si bien dit, lorsque vous prenez toutes les grandes familles nigériennes, j'ai commencé par la mienne, quand vous regardez, vous trouverez 5, 6, 7, 8 ethnies même dans la même famille, par les liens du mariage, parce que c'est lui, le père a épousé le Zarma, qui a épousé le Touareg, qui a épousé l'Arabe, etc. Donc, il y a cette forme de cohésion qui, à mon avis, a été un élément important, parce que un des objectifs des groupes djihadistes, c'est aussi de pouvoir opposer les communautés les unes contre les autres. Et ce qui s'est passé à Ouagassogou, au Mali,
en mars 2020, le massacre de 160 Peuls par les Dogons, sous ça, ce sont des éléments d'instrumentalisation que les groupes djihadistes peuvent permettre quand ils arrivent dans des pays où il n'y a pas de cohésion sociale. Donc, la cohésion sociale est un élément important. Donc, il faut effectivement que nous puissions voir la culture comme un élément qui peut être intégré dans la construction du nouveau paradigme. Et pour avoir fait cette expérience avec Boko Haram, par exemple, il y a des éléments de notre culture nigérienne que nous pourrons mobiliser dans le cadre de ce nouveau paradigme et qui peuvent contribuer à la paix. Comme il l'a dit, j'ai beaucoup travaillé sur la question de Boko Haram et on a vu que lorsque, en décembre 2016, le Niger a lancé le programme Repentir contre Pardon, c'est-à-dire chaque combattant de Boko Haram qui vient pour dire que je renonce à faire ce que je fais, je renonce à mon activité dans Boko Haram, on l'exonore de toute poursuite pénale ou civile et en ce moment, il est pris dans un centre de formation à Goudoumaria où il reçoit une formation professionnelle, une réinsertion sociale. Dans le cadre de cette stratégie, 90% des gens qui se sont rendus aux autorités se sont rendus aux chefs traditionnels. Donc c'est la preuve que la chefferie traditionnelle, par exemple, qui est beaucoup plus forte au Niger qu'au Mali, pour des raisons historiques au Mali, on sait que le Mali socialiste avait affaibli la chefferie traditionnelle, au Burkina aussi elle a été affaiblie, alors qu'elle est restée très importante au Niger. Donc les chefs traditionnels peuvent être mobilisés, en tout cas dans le cadre de la solution, et on a vu que, par exemple, dans le cas de ce qui s'est passé avec Boko Haram, qu'ils ont un rôle important à jouer. Donc il faudra voir, dans le cadre de cette stratégie, comment ils peuvent davantage contribuer. L'autre élément de la culture que nous pourrions aussi mobiliser, c'est la place des femmes. On peut faire davantage de la place aux femmes dans le cadre de la prévention et même dans le cadre du retour. Nous avions tenu en octobre 2020 à N'Djamena un atelier où on avait discuté justement de cette question. Et la force mixte multinationale avait réuni des experts, avaient réuni des communautés pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et que chacun puisse parler franchement. Et à cette occasion, on a justement pu voir le rôle important que les femmes peuvent jouer dans la prévention. Parce que dans le cas, à la différence de ce qu'on a pu voir, par exemple, dans le mode de recrutement en Occident pour le terrorisme en Irak et en Syrie, il ne se fait pas à travers Internet, à travers des vidéos. Ce n'est pas ce mode de recrutement. Donc, les femmes sont celles qui peuvent détecter les signaux faibles de la possibilité du basculement de jeunes dans la radicalisation, puisqu'elles observent à la maison le changement que l'enfant peut avoir, s'il a un changement d'attitude, s'il y a d'autres éléments. Elles sont en tout cas les mieux placées que souvent les pères qui sont absents, qui sont soit à l'extérieur. Donc elles peuvent voir les éléments et elles peuvent contribuer justement à la prévention. Elles peuvent aussi avoir le rôle, dans le cadre de Boko Haram, on a pu voir, de persuasion. Si elles disent à ceux qui sont déjà partis, il faut que vous reveniez, à force peut-être de leur parler, elles trouveront les arguments qu'il faut pour les convaincre. Mais à condition, et c'est ce qui nous avait été dit, qu'elles soient investies de ce rôle et qu'elles soient sécurisées. Si parce qu'on a appris qu'elles sont entrées en contact avec leurs enfants qui sont allés ou leurs époux qui sont allés, elles sont poursuivies par l'appareil d'État, ce ne serait pas efficace. Donc, il y a tous ces éléments de notre culture que nous pourrions convoquer dans le cadre de ce changement de paradigme pour que nous puissions avoir une meilleure réponse, en tout cas une réponse plus adaptée à cela. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je vais conclure avec deux éléments. À mon avis, il y a aujourd'hui, la question du financement, on peut revenir dans la discussion, il y a deux éléments. Les deux éléments importants, ce sont des projections. Il y a le scénario du pire et il y a le scénario du meilleur. Et je pense qu'on choisira le scénario du meilleur. Le scénario du pire, à mon avis, serait que nous persistions à considérer que nous pourrions écraser la menace au Sahel par les moyens principalement militaires et sécuritaires. Et ça, malheureusement, par exemple, l'option que l'on voit de recruter 50 000
VDP au Burkina ou la propension à acheter des drones à la Turquie, augmenter, ça, ce sont des éléments de l'option militaire. Et il faudra peut-être que, à côté de ça, qu'on choisisse l'option du meilleur. L'option du meilleur, pour moi, serait l'option où on apporterait une réponse beaucoup plus holistique, qui comprend le militaire et le sécuritaire sans doute, mais qui comprend aussi la question du développement, c'est-à-dire la question du développement de toutes ces régions-là, que ce soit la zone des 3 frontières, le bassin du lac Tchad, pour donner des perspectives aux jeunes. Il ne s'agit pas que chaque jeune de cette région devienne fonctionnaire, mais il faudra trouver les moyens de les aider à avoir des activités. Vous savez, dans tous nos villages-là, quand vous prenez, il y a tout le monde a un portable, mais il n'y a personne qui répare les portables. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des structures comme ça où des jeunes peuvent devenir des réparateurs de portables, les aider à avoir le matériel qu'il faut? On voit ici, c'est devenu une sorte d'industrie. Quand vous allez à Barbès, quand vous allez à Mongalé, la réparation du portable est un business important. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement avoir des initiatives comme ça qui permettraient aux jeunes de gagner de l'argent et de leur éviter justement d'être séduits par le discours des groupes djihadistes? Donc, il y a la composante développement. Et puis, il y a la composante culture dont on vient de parler. Et enfin, à mon avis, même si on faisait cela, et ça permettrait de conclure, il faudra que nous construisions une réponse transnationale et régionale. Parce que aujourd'hui, le phénomène djihadiste est un phénomène transnational. Même si le Niger fait preuve de résilience, et on a pu le voir pour tous ceux qui connaissent la frontière, si on n'articule pas, si la résilience du Niger n'est pas adossée à la résilience du Mali, à la résilience du Burkina, les résultats, cette résilience sera fragile. Parce que les autres seront capables de se réfugier au Mali pour attaquer le Niger. Et si le Niger ne peut pas entrer au Mali parce qu'il n'y a pas de coopération entre le Niger et le Mali, ce serait contre-productif. Et c'est la même chose. Au-delà de la réponse régionale, moi j'ai toujours été un défenseur du G5 Sahel, même si il peut avoir de faiblesses. Je considère que la philosophie du G5 Sahel, l'idée de coopérer entre les différents pays pour construire la réponse est importante. Et puis au-delà du pays du Sahel, il faut que nous puissions justement avoir une coopération entre le G5 Sahel et l'initiative d'Accra qui concerne les pays du Golfe de Guinée pour qu'ensemble nous puissions travailler et que les pays du Golfe de Guinée apprennent auprès de nous de nos erreurs, de nos échecs pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Voilà quelques éléments que je voulais verser à notre discussion et je reste à la disposition s'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez qu'on approfondisse. Merci. Merci Sidik. Laisse avec toi. Merci Sidik de cette intervention qui est fort judicieuse, donc qui complète justement donc l'intervention de André Bourgeot. Voilà, moi je retiens deux choses en ce qui concerne donc le Niger. Il y a véritablement une exception nigérienne donc dans cet environnement-là, vraiment de sécurisation, de stabilisation, parce que tout simplement le Niger a fait l'effort effectivement de se surarmer, mais aussi avec tous les mécanismes de stabilisation sociale, ça on l'avait dit avec la chefferie par exemple aussi qui est là, qui essaie d'atténuer les choses, les interactions sociales dont on avait dit et les codes sociaux. Cette réponse transnationale aussi, je suis dans cette visée-là parce que le terrorisme n'a pas de frontières. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous les chassez d'un pays, ils vont dans l'autre pays. Après, ils peuvent revenir donc, dans ce pays-là. Et puis, autre chose, à un certain moment, il y a cette idée-là des 3D, ce qu'on a appelé les 3D. Bon, après, dans les questions, on reviendra, ou bien après, c'est dès que tu reviendras là-dessus. Défense, développement, sécurité. Le volet développement, il est très important. On a beau, c'est vrai, se surarmer, etc. S'il n'y a pas ce côté développement-là, créer des bassins d'emploi, effectivement, donc, on retournera justement donc, à des engagements, c'est-à-dire à des radicalisations, même si le terme n'est pas approprié. On parle plutôt d'engagement de ces jeunes-là vers les mouvements terroristes. Voilà. Mais aussi
voilà, un peu dans la sémantique aussi. Moi j'aime pas trop utiliser le mot djihadiste ou bien islamiste. Je préfère mieux le mot terroriste parce que c'est vraiment les forces du mal, c'est les forces de terreur et donc qui sont dans ces régions sahéliennes. Voilà, donc nous aurons à peu près 30 minutes, 40. On donnera la parole, justement, donc je donne la parole à la salle. Allez-y. Donc oui, de manière concise. Donc moi c'est Benjamin Alamni Minda, je suis doctorant en droit international public. On n'entend pas bien là, s'il vous plaît. Mettez bien le micro. Oui, donc je disais que je suis Benjamin Alamni Minda. Donc je suis doctorant en droit international public à l'université Lyon 3 et également à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis de nationalité tchadienne et je suis très heureux de prendre part à cette conférence justement sur les questions de la sécurité et de la paix au Sahel. La question que j'aimerais poser aux intervenants, à M. Sidiki notamment, c'est par rapport au G5 Sahel, hein, cette force mixte du G5 Sahel dont mon pays fait aussi partie intégrante. Aujourd'hui, on ne le perçoit pas trop, on a l'impression que le G5 Sahel est inamovible. Vous avez peut-être souligné également des difficultés liées à son financement, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut véritablement pour que le G5 Sahel soit opérationnel? Et également les autres inquiétudes qu'on a, c'est par exemple par rapport au retrait du Mali de cette force mixte. Est-ce que ça ne va pas handicaper finalement l'action de la sous-région? Et que dit l'Union africaine aussi, puisqu'on ne l'entend pas du tout? Merci. Ok, donc on prend une autre question, comme ça, 3 dans la foulée. On répond au fur et à mesure. Moi, c'est Ali Adama Massani, je suis coordinateur du programme de l'action humanitaire. Par rapport au djihad, de façon très brève, je pense que le djihad, le simple fait que le matin, tu sors pour aller travailler, prendre ta femme en charge et ta famille en charge, ça, c'est du djihad. Par rapport à la question qui fait tout le temps de base, le départ des forces étrangères du Mali, du Burkina et au Niger aussi, comment on appelle ça, et leur retour au Niger, moi, je fais partie de ceux qui pensent que si une armée qui date de plus de 60 ans ne veut pas se défendre contre des motards, c'est qu'on ne mérite pas de vivre. Pour moi, c'est que ces bases étrangères doivent quitter et on nous laisse à nos sorts. Si vraiment on n'est pas capable de se défendre, c'est qu'on ne mérite pas de vivre. On mérite vraiment de mourir comme des animaux en réalité. Ok, merci. Le dernier point, si vous me permettez. Oui, bref. Merci. C'est que, en tant qu'humanitaire, j'avais travaillé à Dosso. De Dosso pour aller à Dogontiria, par exemple, il faut au minimum 2 Toyota. Parce que même les agents de la garde nationale, de la gendarmerie, n'acceptent pas d'accompagner les humanitaires à aller travailler avec un seul véhicule. Vous voyez ça, c'est pour vous dire combien la situation est en train d'être pire, si on peut le dire. Et sincèrement, tout ça, c'est le résultat des affaires que les hommes ont eu à faire. Parce que nous avons vu la limite des hommes au Niger. Je pense que prochainement, le mieux, ce serait d'avoir des femmes à la tête. D'accord. Le message est entendu. Oui, voilà. Parce qu'on a vu la limite des hommes. Voilà, on a des femmes, effectivement, nigériennes oui, ils ont fait des affaires, ils sont des milliardaires. Merci, Maman Sani. Merci. Merci. Une autre question, là-bas, de l'autre côté. Oui, bonjour. Je m'appelle Mike Atta. Je viens du Ghana. Mon pays n'est pas loin du Sahel. Et je pense que le journaliste a signalé le fait que on n'est pas loin. Les pays dans le Golfe, dans le Ghana, surtout dans le nord du Ghana. Là, ma question s'adresse à vous deux, André Bouget et Sadik. Vous parlez de la culture. André, vous avez fait beaucoup focus sur la religion musulmane. Est-ce qu'il n'y a que la religion musulmane? Et pour Sadik, votre focus était plutôt moins de la religion. Où les deux se trouvent? Merci beaucoup. Ok, merci. Donc, on va répondre aux questions. Ouais, voilà, André. Donc, la culture dans le cas spécifique du Ghana, justement de notre ami Mike. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on a parlé un peu de l'islam, mais
Est-ce que je peux aussi aborder un autre problème? Oui, allez-y. Voilà. Donc pour répondre d'abord directement à la question, je me suis appuyé sur la religion dominante qu'est l'islam sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien. Donc je ne pouvais pas faire l'économie de me référer à la culture musulmane. D'autant que la culture musulmane, elle véhicule aussi des valeurs de paix. Donc je pense que c'était pertinent de le mentionner. Mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais intervenir. Je voudrais intervenir sur l'État islamique au Grand Sahara par rapport au JNIM, qui est traduit par le groupe de soutien aux musulmans, à l'islam et aux musulmans. Je pense que c'est une mauvaise traduction. Ce n'est pas un problème de soutien. Ça fait référence en arabe, je ne suis pas arabisant, mais d'après ce qu'on m'a dit, ça fait référence à la notion de victoire. Et la notion de victoire, elle incorpore, qu'on le veuille ou non, elle est consubstantielle au fait qu'on a recours aux armes, donc à la guerre. Ça me paraît important quand même de le mentionner. Du point de vue de l'État islamique au Grand Sahara, il n'y a pas de frontière pour l'islam. C'est ça qui est important. Et donc c'est significatif que l'État islamique au Grand Sahara intervient quasiment exclusivement sur le problème des frontières. Parce que l'objectif final, c'est de casser les frontières qui héritent d'une organisation politique mise en place par les mécréants. C'est ça qu'il y a derrière. Je pense qu'il est important de le mentionner. Donc c'est le problème de l'instauration du khalifa sur le modèle de l'État islamique tel qu'il a voulu s'imposer aussi en Syrie. Le problème du JNIM n'est pas de même nature. Le problème du JNIM respecte les frontières. Et on voit très bien ce qui s'est passé dans les oppositions qu'il y avait entre le mouvement national de libération de l'Azawad, qui se déclare laïque, et qui fait l'objet d'enjeux de contrôle, notamment entre deux personnes. Iyad Agrali, qui est issu de l'aristocratie Iforas en tant qu'Irayakan, qui, lui, n'était pas du tout d'accord sur l'instauration d'une sorte de partition territoriale. Il n'a jamais revendiqué l'autonomie, l'indépendance de l'Azawad. Lui, son objectif, c'était de créer les conditions d'une république islamique, ce qui est quand même complètement différent des objectifs de l'État islamique au Grand Sahara, qui, encore une fois, la notion de frontière n'a aucune pertinence politique. Là, l'islam doit se répandre partout dans le monde. Et on le voit bien actuellement au Moyen-Orient. On a parlé aussi sur les pays côtiers, etc. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que ça me paraît très important. D'où le fait qu'il y a des antagonismes profonds entre les deux, d'une part, et d'autre part que ce n'est pas du tout négligeable qu'on a affaire, en ce qui concerne le JNIM, à un leader du JNIM qui est rattaché, bien sûr, qui a fait allégeance à AQMI, à un tamashek. Pour les populations maliennes, mais pas exclusivement maliennes, pour les endroits, les pays, les États où il y a des tamasheks, il y a des mécanismes d'identification qui se font spontanément. Ça, c'est un problème de nature aussi culturelle. Donc, quelqu'un comme Iyad Agrali a un écho, qu'on le veuille ou non, important auprès, mais pas simplement auprès des populations tamasheks. C'est aussi un Malien, ce qui est tout à fait différent de l'État islamique au Grand Sahara. Ça renvoie à la composition sociologique du MUJAO, le mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Donc le référent Afrique de l'Ouest, c'est déjà un espace, un territoire. Ce n'est pas simplement un territoire national, c'est un territoire sous-régional. Ça a été exacerbé par les objectifs déclarés de l'État islamique au Grand Sahara. Je pense que c'est des précisions qui sont importantes. Dans ces circonstances-là, l'islam non djihadiste, donc l'islam confrérique, si vous voulez, ne dispose pas des mêmes moyens pour lutter contre le JNIM par rapport aux moyens pour lutter contre l'État islamique. Ça veut dire que potentiellement, je dis bien potentiellement, dans certaines circonstances, et c'est un peu ce qui se passe aussi actuellement au Mali, il y aurait possibilité de nouer des contacts du côté de l'islam confrérique par rapport à l'islam de Koufa, par rapport à l'islam véhiculé par le salafisme djihadiste. J'insiste sur ce problème, je n'ai peut-être pas suffisamment insisté tout à l'heure, sur le petit djihad et le grand djihad. Le recours aux armes, c'est le petit djihad. J'ai beaucoup d'amis maliens qui ont eu des comportements plus que douteux au niveau des valeurs musulmanes,
et qui m'ont expliqué comment ils sont devenus de bons musulmans, jugement de valeur, tous les mécanismes psychologiques qu'ils ont mis en œuvre pour devenir un bon musulman. Ça, c'est le grand djihad. Donc l'islam véhicule aussi ce type de comportement. On peut très bien avoir un comportement de mécréant, et puis dans certaines circonstances historiques, prendre conscience d'eux et de devenir... Et parallèlement à ça, il y a le petit djihad qui légitime le recours aux armes, comme je le disais tout à l'heure, sur la base du sacré. Faire référence au prophète pour légitimer les armes, c'est pas n'importe quoi. Donc ça veut dire que les propos politiques ne sont pas des propos politiques laïques, c'est des propos politiques du sacré. Et c'est le divin qui permet de mettre en œuvre justement ces applications-là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est à propos du militaire. Moi, j'ai toujours été très surpris. Bon, on m'a pris pour un rigolo lorsque je disais ça dans une émission de radio. C'est qu'il faut s'inspirer des pratiques et des techniques militaires que Napoléon utilisait. Napoléon a toujours utilisé les mêmes armes que l'ennemi. J'imagine difficilement pourquoi, avec une technologie aussi développée, les drones, les chars et tout le bastringue, tout ce que vous voulez, ça n'a débouché pratiquement sur rien, en tout cas pas sur les capacités à enrayer la diffusion généralisée de ces forces djihadistes. Alors j'avais dit, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec des motos. Il y a deux critères fondamentaux pour ces djihadistes-là. C'est la mobilité, très très grande mobilité qui est assurée par des motos. La mobilité assurée par des motos, c'est quand même une différence fondamentale entre la mobilité assurée par des chars ou des drones. Le deuxième aspect, c'est la flexibilité. Donc, ces deux armes redoutables. Et face à ces deux armes redoutables, vous avez le tout militaire qui s'appuie sur la technologie. Pourquoi, j'avais posé la question, y compris à des militaires maliens, pourquoi vous n'utilisez pas les mêmes conditions que l'ennemi, mais avec des motos beaucoup plus sophistiquées que les motos utilisées par les djihadistes? Dans ces circonstances-là, vous créez des conditions de l'insertion dans le milieu. Parce que jusqu'à présent, les forces militaires sont surtout en ville, alors que les djihadistes sont en brousse. Ça aussi, c'est le résultat des accords politiques qui ont été signés à l'époque de Alpha Oumar Konaré. Donc, face à ces choses-là, bon, j'ai cru comprendre que c'était des propos d'anthropologues et que les propos d'anthropologues sont déconnectés des réalités. Je m'excuse, les réalités, elles sont là. Et il y avait possibilité de créer des sections, ça va au sens militaire du terme. Lorsque je faisais mon service militaire, je crois qu'une section, c'était une trentaine d'hommes. Vous mettez une trentaine d'hommes en uniforme représentant les armées nationales en brousse, et vous les faites circuler avec des motos à la technologie beaucoup plus développée que les motos. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous créez les conditions d'intervention sur ces groupes djihadistes, d'une part. D'autre part, on peut bien sûr aussi utiliser les avions. Les avions, ils ont capacité à localiser les camps d'entraînement. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ces camps d'entraînement donc formés, il y a toute une organisation hein, au sein du JNIM, je dis bien toute une organisation extrêmement élaborée. Pourquoi, si ces camps d'entraînement sont localisés, pourquoi ne pas les avoir détruits avec des avions? Je vous pose la question, merci. On reviendra. Ok, Cédric. Merci. On n'a pas la réponse, mais je peux confirmer que pour avoir participé dans une patrouille d'une armée régulière du Sahel, j'ai eu moi-même le sentiment qu'il y avait une disproportion, une inadéquation entre les moyens qui étaient engagés et les objectifs qui étaient poursuivis. Parce que nous avions lancé cette patrouille avec une cinquantaine de moyens, y compris dans des véhicules de l'avant blindés. Et les gens de bord, si je donne davantage de détails, on reconnaîtra l'endroit. Mais il est évident que l'ennemi était capable de voir la poussière qu'on soulevait avec nos engins et de se cacher. Donc à la fin de la journée, finalement, on n'a vu personne. En tout cas, les gens qu'on était partis chercher, on ne les a pas vus, puisque nos moyens étaient suffisamment visibles alors qu'eux pouvaient se cacher derrière le buisson ou étaient à moto. Donc c'est une vraie réflexion et peut-être que les stratèges militaires
pourront intégrer ça. Maintenant, pour revenir aux questions qui ont été posées, à commencer par le G5 Sahel. Je pense que nous sommes dans un contexte où il y a une sorte de dévalorisation de nos propres initiatives. Je voudrais quand même rendre justice au G5 Sahel pour dire que le G5 Sahel n'a pas été créé à la demande de la France. J'ai entendu moi-même à plusieurs reprises dire que c'est Macron qui a demandé de créer le G5 Sahel. Le G5 Sahel a été créé avant l'arrivée de Macron au pouvoir. Le G5 Sahel a été créé en 2014 et le G5 Sahel n'a pas été créé à l'initiative de la France. La France a presque quasiment été, en tout cas elle n'était pas dans le coup, pour parler plus simplement. C'était des pays qui, en réaction un peu à l'initiative CEMOC que l'Algérie avait proposée, l'état-major conjoint basé à Tamaracet qui n'a pas efficacement fonctionné, puisque l'Algérie s'était érigée en grand frère et avait amené le commandement à Tamaracet, et les choses ne se faisaient pas à la satisfaction des autres pays, et les 5 pays-là ont créé le G5, et à l'époque, ils avaient même pris le soin de verrouiller. Après nous, il n'y aura personne pour entrer parce que nous avons à peu près le même poids, on peut se parler plus facilement. Donc, le G5 a été créé en 2014, il n'a pas été créé à l'initiative de la France. Mais il faut être honnête pour reconnaître que la dégradation des relations entre la France et le Mali a impacté le fonctionnement du G5. Et depuis la création du G5 en 2014, la tradition était que chaque fois, le chef d'État se réunissait dans un pays et le pays hôte prenait automatiquement la présidence du G5 Sahel. Et comme on se souvient, en février 2021, le G5 s'était réuni à N'Djamena et le président Idriss Déby en était devenu le président. Lors de cette session qui a eu lieu à N'Djamena, il avait été convenu que la session suivante se tiendrait à Bamako, au Mali. Et le Mali allait prendre la présidence. Or, entre février et mai, il y a eu le coup d'État dans le coup d'État au Mali. Et Assimi Goïta était devenu le président du Mali, puisqu'il a évincé Mbandao et Mokhtar Wane, qui étaient le président et le premier ministre de transition. Et à partir de là, comme on sait, il y a eu une dégradation à partir de juin, puis de septembre, avec la déclaration du premier ministre malien Choguel à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a une dégradation des relations entre la France et le Mali. Et finalement, le sommet qui devait se tenir à Bamako ne s'est pas tenu à Bamako. Le sommet de février 2022. Et ça a impacté, puisque les Maliens disent qu'il n'est écrit nulle part que un président, quel qu'il soit, puis c'est pas qu'il soit Assimi Goïta, qu'il soit Mbandao, la présidence devait nous revenir. Et vous n'êtes pas venu vous réunir chez nous parce que vous avez eu des injonctions pour ne pas venir chez nous. Donc, il y a eu cette situation qui s'est créée et qui a fait que le G5 ne s'est pas réuni à Bamako et le Mali a demandé à ce que le sommet se tienne à Bamako. Il ne s'est pas finalement tenu et en mai 2022, le Mali s'est retiré du G5 Sahel. Dernièrement, il y a eu un sommet du G5 extraordinaire à N'Djamena et le sommet a mandaté le président en exercice, le nouveau président en exercice que le Mauritanien Ghazouani, Ould Ghazouani, pour qu'il fasse des démarches auprès des Maliens pour qu'ils reviennent. Très sincèrement, c'est une opinion personnelle. Je pense que nous avons besoin du Mali dans le G5 Sahel. Moi, je pense que on ne peut pas... on peut avoir l'appréciation qu'on peut avoir de la junte. On peut ne pas être d'accord avec elle, qu'elle n'a pas d'agenda pour la transition, qu'il y a aujourd'hui une chape de plomb qui s'est abattue sur le Mali. Personne n'ose parler librement. On peut avoir l'appréciation. Mais le Mali étant l'épicentre, c'est parti de là-bas. Il faut qu'on trouve un moyen, en tout cas, pour articuler, pour continuer à avoir le Mali dans la barque, pour que le Mali puisse s'associer. Sinon, comme j'ai dit en introduction, les gens peuvent nous attaquer et aller au Mali si on ne collabore pas avec le Mali et si on n'obtient pas du Mali la possibilité de rentrer au Mali pour combattre les djihadistes, ça restera là. Et l'autre élément de difficulté que nous avons aujourd'hui avec le retrait du Mali, c'est que il y a une rupture territoriale du G5 Sahel. Parce que la Mauritanie se trouve
entre les autres pays du G5, les autres pays du G5 et la Mauritanie, il y a le Mali. Territorialement, il y a aujourd'hui une rupture. Si le Mali n'est pas dans le G5 Sahel, il faut contourner le Mali pour pouvoir travailler avec la Mauritanie. Or, même ça permet d'enclencher sur la force. Vous savez, la force du G5 Sahel, qu'on n'a pas jamais réussi à mettre parce qu'il nous manquait 400 millions d'euros. Il nous manquait 400 millions d'euros qu'on n'a jamais réussi à réunir. Je pense que nous devons faire notre autocritique. Si ensemble sur le continent, et nous-mêmes nous ne sommes pas capables de mobiliser 400 millions d'euros, c'est qu'il y a un problème. Nous devons quand même... Il y a beaucoup de pays qui sont hyper riches sur le continent, pour qui 400 millions d'euros ne représentent rien. Nous n'avons pas été capables de réunir et du coup, on n'a pas réussi à mettre la force conjointe. Mais le schéma de la force conjointe, c'est que il y a un fuseau ouest qui est constitué du Mali et de la Mauritanie. Le Sénégal a offert de rejoindre ce fuseau. Aujourd'hui, le fuseau n'existe qu'avec la Mauritanie puisque le Mali a quitté. Le fuseau centre qui est constitué du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Et le fuseau est qui est constitué par le Niger et le Tchad. Et aujourd'hui, donc, il y a des difficultés de mettre en place cette force. Mais moi, je reste convaincu que la philosophie du G5 est une bonne philosophie parce que l'idée, c'est de pouvoir partager, de faire de la mutualisation, se mettre ensemble, travailler ensemble à trouver des résultats. Et de ce point de vue, le G5 a quand même permis un certain nombre de choses qui ont leur utilité. Le droit de poursuite automatique sur 50 km a été institué par le G5. C'est-à-dire que, en tout cas, dans les dispositions du G5, lorsque l'armée nigérienne est attaquée, elle peut entrer sur 50 km à l'intérieur du territoire malien sans avoir à demander une autorisation préalable. Si elle devait aller au-delà de 50 km en ce moment, elle demanderait l'autorisation. Ça a été acté par le G5. On a créé une école d'état-major conjoint qui permet le mixage de nos éléments, qui est basé à Nouakchott. Donc il y a aussi d'autres, sans compter les aspects comme la suppression de visas entre les pays membres. Donc il y a des acquis du G5 et à mon avis, il serait mauvais de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis convaincre nos frères maliens de revenir sur la barque parce que il n'y a pas, c'est pas la philosophie. Ils ne remettent pas en cause la philosophie, mais ils disent que puisque le sommet ne s'est pas tenu chez nous, on nous a déconsidérés et donc il faut trouver peut-être le moyen de s'asseoir, de discuter, voir comment on pourrait surmonter. En tout cas, le Mali est un élément important. Bon, pour les aspects de la présence de forces étrangères, je ne sais pas s'il y a véritablement une question, c'est un point de vue qui est respectable, qu'on peut défendre. Vous avez parlé des escortes pour les humanitaires. Moi, je reviens d'Abidjan. Les humanitaires ne veulent pas être escortés parce que escorter, ça enlève l'idée de neutralité. Et pour pouvoir parce que le défi aujourd'hui au Sahel, c'est que les humanitaires parlent avec les groupes djihadistes aussi, pour pouvoir accéder aux populations. Comme vous savez, dans un pays comme le Burkina, il y a environ 40 ou 45% du territoire qui échappe au contrôle des groupes de l'État qui sont entre les mains des groupes djihadistes, et les humanitaires ont besoin de parler avec le groupe pour accéder aux populations, leur apporter des services essentiels de santé, des services d'éducation, tout ça. Et c'est important qu'ils puissent se déplacer. La dernière question, c'est sur la question de notre frère du Ghana. Et en réalité, je n'ai pas beaucoup insisté sur l'aspect de l'islam parce que lorsqu'on regarde de près, comme j'avais dit dans le propos liminaire, le djihad en Afrique subsaharienne, dans beaucoup d'aspects, en tout cas pour le bassin du lac Tchad et même un peu dans la zone des 3 frontières, il y a beaucoup un élément de, non idéologique. Beaucoup de jeunes qui s'embarquent, y compris aujourd'hui, si on devait regarder de très près l'engagement, je pense que c'est une question qu'il ne faut pas occulter, parce que si on l'occulte, on ne trouvera pas de solution. Si on regarde pourquoi il y a beaucoup de jeunes Peuls, en tout cas les vidéos qui sont partagées dans la zone de 3 frontières, il y a beaucoup de jeunes Peuls qui s'engagent dans le groupe djihadiste, ce n'est pas fondamentalement par idéologie religieuse. C'est beaucoup plus le fait que, et ça on l'a vu dans le bassin du lac Tchad avec les Boudouma. Les Boudouma, par exemple, sont des populations qui ont toujours vécu que dans le lit du lac Tchad, qui ne se sentent
à l'aise que dans le lieu du lac Tchad. Or, quand le lac s'est asséché, l'activité autour du lac a faibli, il n'y a plus de moyens de tirer des ressources économiques du lac, on ne les a pas accompagnés, nos États ne les ont pas accompagnés dans cette transition entre leur habitudes du passé, qui ont changé du fait du changement climatique, et beaucoup se sont trouvés désœuvrés et ont considéré que l'arrivée de Boko Haram était une opportunité pour combattre l'État qui les a délaissés et une espérance. Donc, dans la zone de 3 frontières aussi, quand on regarde, on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps avec l'Union européenne sur le pastoralisme. La question, le mode de pastoralisme que nous-mêmes nous avions connu n'est plus le même et n'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, quand on faisait les récoltes, on laissait les tiges de mil dans les champs pour que les éleveurs apportent leurs animaux, qui broutent les tiges qu'on laisse, et en échange des tiges, les bouses de vaches aident à fertiliser les sols. Ça, ce sont des mécanismes que nous avions fait par le passé, qui ne sont plus aujourd'hui et qui expliquent aussi l'absence de possibilité de continuer à faire cet élevage-là, qui explique aussi pourquoi beaucoup, dans le désespoir, beaucoup de jeunes qui ne peuvent plus faire l'élevage, qui ne peuvent plus faire le pastoralisme, s'accrochent à cela. Donc, il y a une dimension vraiment très matérielle de l'engagement djihadiste dans la région du Sahel et peut-être même dans certaines parties des pays du Golfe de Guinée, où on voit que la question du développement est une question prégnante. Au-delà de l'aspect idéologique, et ça, on l'a pu le documenter dans le cas de Boko Haram, où on a interrogé des gens qui sont revenus. Pour la plupart, entre 85 à 90% de jeunes ne sont pas partis parce qu'ils sont convaincus qu'il y a l'islam à défendre, qu'il y a le califat à faire. Non, parce qu'à leur arrivée, à l'époque, Boko Haram avait une sorte de package de bienvenue. Quand vous venez, vous qui buvez du thé toute la journée, du matin au soir à Maïné, vous rejoignez Boko Haram, on vous donne la clé de la moto, on vous donne 150 000 francs CFA d'arrivée. Et quand ils enlèvent les jeunes filles, on vous donne une fille à mariage, vous dites « Ah, mais ça, ma vie a changé ». Donc, et les premiers qui sont venus, dans le cas de Difa, les premiers qui sont venus sont retournés pour dire aux autres, voilà ce qu'on a vu là-bas. Et les autres aussi ont été incités à partir, non pas parce qu'ils voulaient aller défendre l'islam ou défendre le califat, mais parce qu'il y a cette dimension-là qui peut expliquer. Donc c'est pour cette raison, à mon avis, qu'il serait bon que les pays du Golfe de Guinée tirent les leçons apprises au Sahel. Et le président togolais a dit avant-hier que justement, dans le cas du Togo, la stratégie a 3 composantes, aussi le développement, pour éviter que les jeunes soient recrutés par les groupes djihadistes. Là, nous avons la chance d'avoir l'ambassadeur du Tchad, donc, qui va parler et apporter sa contribution justement donc, à notre discussion. Monsieur l'ambassadeur, donc, si vous êtes là, si vous êtes prêt, un micro va vous être donné. Le Tchad et le Niger sont 2 pays frères, 2 pays amis, 2 pays voisins qui sont liés par l'histoire, par la géographie et par le sang. D'ailleurs, il n'y aurait pas un pays qui s'appelle le Tchad, un pays qui s'appelle le Niger, si notre maître commun d'avant n'avait pas décidé qu'il serait ainsi. Parce qu'il s'agit d'un même et seul peuple. Aussi, je voudrais remercier et féliciter ma collègue d'avoir pris cette heureuse initiative, cette louable initiative d'organiser cette cérémonie culturelle, car elle unit la diaspora, elle la rend plus forte, plus unie, plus solidaire. Croyez-moi que ça sera un exemple pour les autres pays. En tout cas, nous, on va s'inspirer de ces
exemple pour faire la même chose et nous ne manquerons pas d'apporter votre expérience, de nous donner votre expérience pour la réussite de ce travail. À propos du G5 Sahel, je voudrais vous dire, en toute honnêteté, en toute objectivité, en dehors de toute autre considération, que nos pays ayant les mêmes problèmes, c'est-à-dire les pays membres du G5, ayant les mêmes problèmes, menacés par les mêmes fléaux, nos chefs partageant la même vision de lutter contre ce fléau, ont décidé, en toute indépendance, en toute liberté, de créer le G5 Sahel pour mutualiser leurs efforts et rendre leur action plus efficace et plus performante. À propos du retrait du Mali, c'est regrettable, c'est déplorable. Mais nous souhaitons que cette situation soit un vieux souvenir et que le Mali regagne la famille G5. En ce qui concerne le Tchad, je voudrais vous rassurer que notre pays déploiera tous les efforts nécessaires pour que cette situation soit un vieux souvenir et que le Mali regagne la famille G5 Sahel. Et nous le souhaitons que ça soit le plus tôt possible. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Je pense mettre fin à cette discussion. Nous avons une petite surprise, hein, mais dit-on. Donc, comme vous savez, nous avons fait venir des artistes du Niger. C'est une vie qui s'évanouit sur la tige de l'oubli. C'est une rage qui émane de chaque fibre de mon être. C'est les larmes sur les visages des âmes que tout oppresse. Ce texte n'est pas un écrit, mais un silence qui crie. C'est une vie qui s'évanouit sur la tige de l'oubli. C'est une rage qui émane de chaque fibre de mon être. C'est les larmes sur les visages des âmes que tout oppresse. Nos âmes craquent, les âmes frappent. Fusillé par un frère, je me demande quelle a été mon erreur. J'ai vu des humains verser du sang, que du sang des pauvres innocents. J'ai vu des fils de la nation mettre à feu, à cendre ma terre. Mes écrits grincent l'amertume d'une population traumatisée, victime de violences morales car j'ai vu la nouvelle génération à l'arme, faute d'appui et du massacre des armes. Nos âmes pleurent, nos cœurs saignent, que des tueries en série. Avez-vous fait du sang votre couleur préférée? De grâce, ne parlez pas de ma religion. Les armes sont-elles la solution? Non. Entre conflit et guerre, entre sang et rancœur, il est temps d'enterrer la hache de guerre. Ce texte n'est pas un écrit, mais un silence qui crie. C'est une vie qui s'évanouit sur la tige de l'oubli. C'est une rage qui émane de chaque fibre de mon être. C'est les larmes sous les visages des âmes que tout oppresse. Ce texte n'est pas un écrit, mais un silence qui crie. Habitants du monde, frères et sœurs, il est temps. Il est temps de nous appuyer sur nos valeurs communes. Il est temps de nous donner un objectif commun, la paix dans le monde. Alors venez, ensemble, allons là où les conflits n'existent pas, là où les guerres n'existent pas, là où le sang ne coulera pas. Ensemble. Ce texte n'est pas un écrit, mais un silence qui crie. C'est une vie qui s'évanouit sur la tige de l'oubli. C'est une rage qui émane de chaque fibre de mon être. C'est les larmes sur les visages des âmes que tout oppresse. Merci de vos slams.